À la une ce soir, la championne Laura Flessel, ministre des Sports. Sa nomination marque le retour d'un ministère de plein exercice consacré au sport. Une fierté pour de nombreux Guadeloupéens et en particulier la commune de Petit-Bourg d'où elle est issue. Et la CGSS débordée décide de fermer les accueils de l'assurance maladie. Et ce jusqu'à vendredi. Une procédure qui fait suite aux répercussions engendrées par la fermeture de l'accueil du site de Bergevin. Les explications d'Henri Acou dans ce journal. Et la Chambre de commerce et d'industrie des îles de Guadeloupe a organisé au WTC de Jarry une série d'ateliers pour les professionnels de la restauration. Ont été évoquées des questions pratiques pour améliorer la rentabilité des entreprises dans ce secteur. Reportage et saveur d'Isabelle Hameau dans un instant. Et enfin, l'association Jeunes Talents se fixe pour objectif d'aider les jeunes basketteurs talentueux à surmonter les handicaps de l'éloignement, voire financiers, en mobilisant à leur profit le monde du basketball. Bonsoir et bienvenue sur ATV Guadeloupe. Je suis ravie de vous retrouver. Les membres du gouvernement ont été dévoilés ce matin. Un gouvernement composé d'élus, mais aussi d'experts de la société civile. Les Domiens retiendront le choix d'Annick Girardin pour le ministère des Outre-mer, mais également Laura Flessel qui devient ministre des Sports. On regarde le reportage de Patrick Curie et de Moïse Dexter. Je pense qu'Emmanuel Macron il reste sur sa lignée, des ministres sérieux, le Douillan, quelqu'un qui a toujours porté sa pierre à l'édifice. Vous avez Bruno Le Maire et vous avez aussi M. Bayrou qui a été un soutien pour Emmanuel Macron. Et la surprise, c'est Laura Flessel, une Guadeloupéenne, une sportive. Je ne vois pas beaucoup de changements par rapport aux anciennes équipes, quoi. Donc j'attends rien de particulier de ce gouvernement. On voit qu'il y a des gens qui sont des lobbyistes d'Areva, donc qui sont au gouvernement. Donc au niveau nucléaire, ça ne changera pas grand-chose. Non, le seul point positif, c'est qu'effectivement, il y a la parité, donc c'est bien. On parlait de beaucoup de surprises, il n'y en a pas. Il faut voir que la composition des membres du gouvernement, des ministres et de quelques secrétaires d'État reflète bien ce que le président Macron avait déjà dit lors de sa campagne, c'est-à-dire refonder un peu le spectre politique. On attend de voir. On ne peut pas avoir pire que ce qu'on avait avant. On va déjà essayer de voir à ce qu'ils fassent leurs preuves. C'est ce que le Français a choisi pour le moment. Donc bon, on va voir déjà sur la composition de son gouvernement et voir par la suite si la majorité a eu bien raison de voter pour ce parti. Et de toutes les manières, pour ceux qui sont déjà passés avant, le changement, si il doit être, c'est maintenant. Donc j'espère qu'au moins celui-là va faire quelque chose de plus que les autres n'ont pas encore fait. Ça prend les anciens présidents pas réussi à faire, et bien Macron réussit à faire, il veut créer un gouvernement d'ouverture. C'est ça qu'on appelle ça la fraternité entre le peuple. Il mettait tout le monde ensemble pour travailler pour la France. Il est question de coalition, d'apaiser ce clivage gauche-droite. On met tout ce beau monde-là dans une cocotte minute et puis on va voir ce que ça donne. Bon, moi, j'ai pas d'a priori. Je voudrais bien voir. On a voté une nouvelle formule. Bon, je veux bien voir ce que ça donne. Il mettait droite, il mettait gauche, il mettait centre, il mettait Bérou aussi avec. Il mettait tout ça. Moi, quand je dis ça, c'est bon. Il est bon pour le pays là. Il est bon pour nous en Guadeloupe aussi. Bon, nous n'avons pas trop de misère ici. On nous voit encore. On nous voit qu'à ça qui rapporté. Il y a quand même de belles prises, comme François Bayrou et Marielle de Sarnez, qui sont du Modem. Il faut savoir que François Bayrou a mis en fait sa puissance dans la campagne du candidat Macron. C'est vrai que quelques membres de la droite, mais pas aussi nombreux qu'on le pensait, rentrent au gouvernement. Même si on nous avait promis une femme première ministre, elle n'est pas là, mais bon, il faut attendre les législatives naturellement, puisque tout cela va évoluer, quoi. C'est ça le grand espoir aujourd'hui, nous nie, c'est le gouvernement à Macron. Hein. Et il y a un instant, je vous le disais, 2 ultramarins figurent dans le gouvernement d'Emmanuel Macron. Annick Girardin, ancienne députée de Saint-Pierre-et-Miquelon, qui sera en charge du ministère des Outre-mer, qui demeure un ministère de plein exercice, mais aussi une championne que l'on connaît bien en Guadeloupe, l'ancienne escrimeuse Laura Flessel. Une nouvelle qui fait en tout cas la fierté de nombreux Guadeloupéens. Patrick Curie, Moïse Dexter ont pu le constater. On regarde. Je suis très contente pour elle, c'est une petite bourgeoise.
On avait été élevé ici, je suis content, je suis fier. J'estime que quand même c'est une certaine reconnaissance pour tout ce qu'elle a fait au niveau du sport, les performances et tout, et pour donc une certaine maîtrise quand même dans le monde du sport. Donc je pense que ce sera bien représenté donc, en tant que la guêpe. Ouais. Ah mais c'est génial, enfin, la Guadeloupe sera à l'honneur. Mais c'est une bonne chose pour elle, hein? Elle a mérité. On est content quand même, c'est un petit bourgeois en plus. Et c'est pour dire qu'on connaît lui, nous faisons l'école ensemble. Et maman fait l'école pour moi. Eh bien, que du bonheur. Parce qu'elle en a fait beaucoup. Hein. Donc, si elle est ministre, c'est qu'elle méritait ça. Et on en est fiers à petit bout. Hein. C'est une grande surprise, déjà d'une, mais je pense que c'est un poste mérité vu tout ce qu'elle a accompli pour la France. Et toutes mes félicitations pour elle, parce que c'est une grande fierté pour la Guadeloupe. Un coup de chapeau à la nomination de Laura Flessel et j'espère qu'elle sera aussi performante dans ses attributions politiques que quand elle était la guêpe au sport. Bon, j'ai une pensée particulière pour Laura Flessel, pour la responsabilité qu'on lui a confiée. Je suis fier de le savoir. Bon, ben, c'est une bonne chose pour la Guadeloupe. En plus, c'est la fin du pays. Alors je pense que normalement on doit l'applaudir sur ça. Un peu de fierté guadeloupéenne quand même et de chauvinisme, puisque la grande Laura Flessel se trouve dans un ministère des Sports et savoir que la France est en train de préparer avec tous les moyens qui sont à sa disposition les prochains Jeux Olympiques. Je suis très contente déjà en tant que petite bourgeoise et puis en tant que femme aussi, donc je trouve qu'elle a sa place aussi parce que bon, pour tout ce qu'elle a déjà fait au niveau des sports, et aujourd'hui elle est nommée ministre des Sports, donc je peux que la féliciter. C'est une battante, comme on dit la guêpe, elle s'est bien battue, donc c'est bon. Je me dis que c'est bien pour une fois que c'est une Guadeloupéenne, pourquoi pas. Donc je pense qu'elle fera de bonnes choses, tout simplement. Bien content qu'elle soit un petit bourgeois, qu'elle ait bel ministre des Sports. Et on a dit qu'on a pu faire ça, il mérite fait. Et la classe politique locale se réjouit également de cette nouvelle et bien évidemment le maire de Petit-Bourg, Guy Losbar, qui s'est exprimé face à la caméra d'Isabelle Hameau. On l'écoute. C'est une joie immense pour sa nomination. Comme vous dites, on connaît son parcours sportif, mais en plus c'est une femme engagée et dynamique qui s'investit dans le sport pour la jeunesse, qui s'investit dans les combats contre l'obésité. Sur Petit-Bourg même, nous avons un projet. Donc c'est une très grande satisfaction. Chaque fois qu'elle vient, elle est impliquée, elle a des contacts avec les différents clubs d'escrime, la fédération, le club de Petit-Bourg. Comme je vous dis, elle-même, elle a pris l'initiative de mettre en place des projets sur l'ensemble de la Guadeloupe. Donc en étant ministre aujourd'hui, cela va lui donner une dimension supérieure et également le moyen de pouvoir faire. Et ce qu'il faut retenir, ce n'est pas seulement un ministre de sport, mais de la ville et de la jeunesse. On connaît son dynamisme, son engagement. Ce sera un atout indéniable pour l'outre-mer, mais une force pour la France même. Et d'ailleurs, il faut vraiment féliciter le président Macron qui respecte ses engagements, puisque les engagements qu'il avait tenus pendant toute la campagne, il les respecte et se concrétisent aujourd'hui. Et je suis convaincu, de par la diversité de ce gouvernement, que cela va se traduire par une application du projet pour lequel il a été élu. Et cela redonne espoir et foi dans la politique, dans le gouvernement. Et tout ce que j'espère, c'est que cela soit de bon augure au-delà de la France, mais sur l'ensemble de l'outre-mer. Et dans le reste de l'actualité, l'accueil de l'assurance maladie est fermé, ce jusqu'à vendredi. Le directeur de la Caisse générale de sécurité sociale, Henri Yacou, a pris cette décision suite aux répercussions engendrées par la fermeture de l'accueil du site de Bergevin. C'est ce qu'il a expliqué à Isabelle Hameau. On l'écoute. Ça fait déjà plusieurs semaines, donc, même voire 2 mois, que nous avons sur Bergevin une grosse difficulté avec des collègues qui sont en situation de stress, de mal-être au travail, parce qu'à la fois on a une pression forte des usagers, des incivilités, de certaines agressions, mais on a nous-mêmes aussi nos propres manquements, dysfonctionnements, même si globalement on travaille beaucoup sur tout ce qui est prestations, carte vitale, les IJ, mais vous êtes dans un contexte aujourd'hui où les usagers sont de plus en plus exigeants, ce qui est normal, mais en même temps, ils ont aussi leurs propres difficultés. Et quand vous avez quelqu'un qui atteint un salaire,
suite à une maladie, donc il est en arrêt, on a et il est inadmissible que nous ne soyons pas en capacité de remplacer, comme on le dit, c'est le revenu de remplacement. Donc l'ensemble de ces éléments ont fait que depuis déjà plusieurs semaines, les collègues sont dans ce qu'on appelle le droit de retrait. Alors il faut savoir aussi que l'incident qu'il y a eu à la CAF il y a de ça quelques semaines a aussi contribué à catalyser ce mal-être au travail. Et donc, en tant que directeur de la Caisse, mon devoir, lorsqu'il y a un droit de retrait, donc danger pour le personnel, c'est de chercher les solutions pour sortir de ses collaborateurs de cette situation de danger. Et compte tenu que je sentais qu'il fallait aller un peu plus loin que traiter le dossier, en attente que le CHSCT se réunisse, comme c'est prévu aussi par les textes, j'ai préféré fermer tous les accueils pour, rencontrer tout le personnel et leur dire dans quelle direction je souhaitais qu'on aille. C'est ce qu'on a fait aujourd'hui. Et 2, pendant les 2 jours qui sont jeudi et vendredi, traiter dans les agences, malgré tout, qu'on travaille toutes les urgences sociales et médicales, c'est-à-dire tout ce qui est des retards, des choses qui ont déjà été, qui sont déjà venues plusieurs fois dans les accueils, les traiter, et en même temps monter des groupes de travail pour améliorer tout le process entre les services qui reçoivent et les services qui produisent. Par exemple, très concrètement, j'ai monté une petite équipe de collaborateurs qui vont travailler sur l'amélioration du traitement des relations entre l'accueil et le centre de production, le centre de travail des indemnités journalières. Et l'actualité sociale de cette semaine est chargée du mouvement de grève à Route de Guadeloupe à celle de la Polyclinique de la Guadeloupe. Karen Diamin fait le point sur ces conflits. On regarde. Après un mouvement de grève reconductible lancé lundi par l'UGTG à Route de Guadeloupe, pas d'avancée particulière, si ce n'est un 4e rendez-vous prévu demain au siège de l'établissement. Nous négocier si des points qui sont datés depuis 2016, où nous avons déjà fait des propositions et il tenir à répondre nous sur ces points-là. Les points-là, c'est la NBI et le régime indemnitaire à tout travail qui travaille au Guadeloupe. Donc c'est si des points-là, ça nous a arrêté. Pour la PJJ, protection judiciaire de la jeunesse, après une rencontre avec la direction hier, la grève a été reconduite aujourd'hui et les agents dénoncent toujours des conditions de travail qui se dégradent. À la PJJ, il y a une grosse difficulté actuellement, c'est que les conditions de travail sont en train de se dégrader. Elles ne sont pas faciles, parce qu'on travaille avec un public difficile. Bonne nouvelle du côté de la Polyclinique. Après avoir entamé un mouvement de grève reconductible hier, les agents grévistes ont pu rencontrer la direction et s'entendre sur quelques points. Lors d'une réunion qui s'est d'ailleurs tenue cet après-midi, il s'agissait de finaliser l'écriture d'un protocole de fin de conflit. Depuis hier, nous avons entamé une rencontre avec PDG à clinique là et nous avons 19 points de revendication. Et parmi eux, nous avons l'autre problème qui a concerné les conditions de travail et aussi des relations que nous avons aussi professionnelles avec un directeur qui est dans l'établissement là. Un protocole de fin de conflit devrait sous réserve être signé en fin de semaine. Une possible signature qui viendrait réduire le nombre de conflits en cours. Restez sur ATV Guadeloupe dans un instant. Vos avis sur la journée mondiale de lutte contre l'homophobie. Et puis l'association Jeunes Talents vient en aide aux jeunes pour les aider à réaliser leurs rêves dans le monde du basketball. Mais avant, le Conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement organise au WTC la 7e édition des ateliers du CAUE. Ce matin, ces derniers avaient mis en place au Memorial Act certains ateliers à Pointe-à-Pitre qui avaient pour objectif la mobilité durable. Reportage Linda Kayarzi. Rendre complémentaire qualité énergétique et architecturale pour des projets durables, telle est la mission du CAUE, le Conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement. Cela veut dire qu'il faille, dans tous les domaines, faire des économies d'énergie, diminuer la consommation d'énergie fossile jusqu'à atteindre la disparition totale de cette énergie dans l'usage pour le bien-être de nos populations. Cette année, pour les ateliers techniques du CAUE, l'accent est mis sur la mobilité durable. En résumé, se déplacer autrement, tout en respectant l'environnement. Le transport constitue à peu près 60 à 70%, 66% disons, d'énergie fossile, si on veut dire, en consommation. Et le transport représente, si on veut, pratiquement 25% de la consommation de fuel sur le territoire. Aujourd'hui, de plus en plus d'actions sont menées et projets sont en cours de réflexion pour le développement de nouveaux modes de transport. À Cap Excellence, on planche sur un projet de transport collectif en site propre,
TCSP. CAP Excellence, en partenariat avec le SMT, pilote donc les études de faisabilité, donc qui sont de nature à fixer donc le volet dimensionnement du réseau. Donc insertion et nombre de rames, puisqu'il s'agissait en 2013 de répondre à une demande avec un projet de tramway. Donc les études sont toujours en cours et nous avons la volonté de proposer donc les livrables définitifs en début de rentrée scolaire, donc septembre-octobre 2017. Pour réduire l'utilisation quotidienne de l'automobile, un appel à projet est par ailleurs en cours pour encadrer le développement du véhicule électrique en Guadeloupe, mais aussi des vélos à assistance électrique, exclusivement rechargés par énergie renouvelable. Et puis nous continuons à parler de formation et de connaissances portées à destination de la population. La Chambre de commerce et d'industrie des îles de Guadeloupe a organisé aujourd'hui au WTC de Jarry une série d'ateliers pour les professionnels de la restauration. Ont été évoquées des questions pratiques pour améliorer la rentabilité de ces entreprises. Isabelle Amo s'est d'ailleurs rendue chez quelques professionnels. On regarde. Ce restaurant fait partie des rares établissements qui proposent du fait maison à leurs clients. Le fait maison au menu, un élément fondamental pour assurer la réputation de sa cuisine. Jusqu'à maintenant, c'est ce qu'on fait. C'est pour ça que les gens trouvent que c'est un peu long chez nous, parce que tous les plats sont faits à la minute. Donc ils trouvent que c'est un peu long, mais c'est plus la même saveur après. Quand c'est pas fait tout de suite, et je ne veux pas avoir à réchauffer ou à mettre au fouet, donc je préfère faire tout à la demande, on est sûr de ce qu'on mange. Mais pourquoi favoriser le fait maison? Parce que les restaurateurs, effectivement, ont été très en colère avec la loi du fait maison, pensant que les restaurateurs fabriquaient tout. Et en fait, il a appris que 80% des restaurateurs ne fabriquaient plus rien. Et la deuxième chose, c'est que maintenant, il veut voir, autrement dit, c'est toute la vague des cuisines ouvertes. Il faut vraiment ouvrir les cuisines, il faut lui montrer maintenant qu'il y a vraiment des hommes et des femmes qui fabriquent quelque chose derrière ce mur. Autre élément, la composition de menus, qui est l'un des aspects les plus difficiles du métier de restaurateur. Celui-ci ne doit pas être trop chargé. Aujourd'hui, une carte doit être de plus en plus courte parce que plus une carte est longue, plus le consommateur n'est pas rassuré parce qu'il sait que ce n'est pas du fait maison. Il faut qu'elle soit en rotation le plus souvent possible et non pas 2 fois par an. L'idéal serait de faire une rotation hebdomadaire, voire une rotation journalière. Et puis en plus, ça permet de fidéliser les clients qui se demandent ce qu'il y aura demain, ce qu'il y aura la semaine prochaine. Et puis, une carte doit être aussi très rassurante en termes de provenance, en termes d'explication, en termes de philosophie au niveau des achats. Un conseil que suivra désormais ce restaurateur à l'issue de l'atelier organisé par le cabinet spécialiste du marché de la consommation alimentaire hors domicile. On sera obligé parce que même avant qu'ils me disent ça, on avait déjà commencé à faire des petits menus journaliers. On a eu ce qui était à l'entrée et on a constaté effectivement que les gens, quand ils viennent manger, même les touristes, ils ne mangent pas l'eau. Et ils aiment des trucs pas chers et qui va vite. Donc on était en train de suivre ce chemin-là. La valeur ajoutée d'un bon restaurant passe aussi et surtout par la qualité du service. Même si la Guadeloupe est loin d'être championne du monde de l'accueil, des efforts ont été constatés ces dernières années, selon les spécialistes. Autre sujet maintenant, ce mois de mai consacré, comme vous le savez, à la mémoire de l'esclavage et de son abolition. Plusieurs manifestations auront lieu à la fin du mois dans plusieurs villes de l'archipel. Parmi celles-ci, la manifestation Mai des mémoires de la ville des Abîmes. Baudry et Jean-Eudes, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes le directeur de l'animation du territoire de la ville des Abîmes. Alors la ville des Abîmes offrira, enfin déjà offert, d'ores et déjà commencé à offrir à la population des espaces et des temps de commémoration à travers des manifestations culturelles sur plusieurs points du territoire. Mais quels seront les temps forts à venir? Alors les temps forts à venir, elles seront, disons que la ville des Abîmes chaque année commémore l'abolition de l'esclavage et à la ville des Abîmes on a le boulevard des héros et c'est une ville d'histoire. Et pour revenir à la question, les temps forts, alors on va déjà avoir ce dimanche 21 une manifestation intitulée « Nous voulons songer, nous voulons prier Dieu ». C'est une manifestation en fait qui va réunir l'ensemble des confessions religieuses de la ville des Abîmes, adventistes, évangélistes, témoins de Jéhovah, et tout ceci pour donner une dimension... Une initiative de la municipalité. De la municipalité, pour donner une dimension spirituelle un petit peu à cette commémoration. Pourquoi? Parce que la commémoration, c'est à la fois l'hommage aux héros,
l'hommage aux héros, que je profite pour dire que cet hommage aux héros aura lieu le 22 mai, le mardi 23 mai. 23 mai, pardon, oui, le mardi 23 mai. Pourquoi cette imprégnation du spirituel dans cette manifestation, en tout cas, en plus initiée par une municipalité? Oui, mais tout simplement, comme je le disais, c'est pour donner cette dimension spirituelle parce que, j'allais le dire, il y a l'hommage aux héros, il y a l'hommage aux aïeux. Alors on fait l'hommage aux aïeux dans cette commémoration et dans le cadre de cet hommage aux aïeux, on va réunir l'ensemble des forces vives de la collectivité, l'ensemble des forces vives, à savoir les associations, le tout public, et à travers une manifestation qui aura lieu le 26. Alors, dans la programmation, pour revenir à la question, dans la programmation, on a à la fois mis en avant tout ce qui est exposition, toute la dimension pédagogique avec les écoles, des conférences débats, mais aussi, il fallait aussi, dans cette commémoration des aïeux, les aïeux qui y sont, c'est-à-dire nous, on commémore les personnes, en fait, qui ont été affranchies à la deuxième abolition. Et ces personnes, ce sont nos parents, ce sont nos grands-parents, ce sont nos aïeux. Et nos aïeux, ils ont fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui. Et pour cette raison, nous sommes aujourd'hui de confessions religieuses différentes. Alors la ville des Abîmes, dans un esprit de commémoration, dans un esprit d'unifier tout le monde, donc accompagne en fait les différentes religions qui vont justement ce dimanche avoir une manifestation qui s'intitulait « Nous voulons songer, nous voulons prier Dieu » qui aura lieu sur le monde de la mémoire à partir de 16h30. Voilà. Vous en avez fait référence tout à l'heure. Des manifestations ont été aussi organisées à destination du jeune public, les écoliers. J'ai noté qu'avaient eu lieu des ateliers généalogiques qui sont d'ailleurs toujours mis en place jusqu'au 23 mai. Quelle est l'idée pour la ville des Abîmes ? Alors, on travaille avec le CM, on est conventionné avec le CM 98 qui a fait un travail sur les noms. Les noms qu'on a aujourd'hui. Alors ce travail, on aborde des ateliers généalogiques qu'on a déjà abordés les années passées avec le tout public et on ouvre aussi on ouvre aussi aux scolaires. Et on fait en sorte que ça s'inscrive dans le programme pédagogique en fait, des différentes écoles. Là, de mémoire, je crois qu'on a 9 écoles qui ont ces ateliers pédagogiques où les élèves s'adonnent à chercher le nom de leurs ancêtres esclaves, c'est-à-dire le premier nom, le nom qu'on a actuellement, il provient du nom qu'on a eu après la deuxième abolition. Est-ce que cette démarche s'inscrit sur la durée pour également les adultes, par exemple? Ça s'inscrit dans la durée parce que dans la mesure où l'année dernière, on fait aussi des ateliers généalogiques en direction des adultes, en direction du tout public. On le fait en direction des écoles pour pouvoir l'inscrire, comme je disais, dans le programme pédagogique, de façon à ce que les élèves puissent s'amuser, les adultes aussi d'ailleurs, à construire l'arbre généalogique, voilà, pour qu'ils puissent poursuivre leurs recherches. Alors, Jean-Eudes Baudrier, merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Vous l'avez dit tout à l'heure, le premier rendez-vous phare, c'est ce dimanche. Et puis ensuite, le mardi 23 mai, l'hommage aux héros de 1802, et avec aussi avec une marche de la mémoire. Et le 26 mai, ce sera l'hommage, bien évidemment, aux aïeux. Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Restez avec moi, nous partons pour la Martinique. Nous allons voir s'exercer en conditions réelles. C'est l'objectif de la brigade subaquatique de la gendarmerie de Martinique. Mais on vient de m'informer que finalement, nous allons parler de la journée mondiale de l'homophobie. Est-ce que vous saviez que ce jour était consacré à cette lutte ? Oui, donc je pense que cette journée mondiale est une journée qui va vers la diversité, vers la tolérance. Voilà. C'est une journée qui a été fondée par Louis Georgetin, universitaire d'origine martiniquaise, l'actuel président du Conseil représentatif des associations noires de France, le CRAN. Homophobie, où en sommes-nous aujourd'hui? Selon la population, on écoute les réponses recueillies par Linda Kayarsi. À mon avis, si vous voulez se tolérer, ça dépend des générations. Voilà, la génération qui est la mienne, les 60 ans et plus, on tolère, mais on n'accepte pas forcément, sauf certaines personnes comme moi notamment. Bon, les gens ont leur vie, hein, et point barre. Hein, voilà. Et puis, du moment que ça ne dérange pas la mienne, voilà. Oui, je pense qu'il y a des choses qui ont avancé en France, en tout cas, puisque moi je viens de France. Et il y a le mariage pour tous, enfin de métropole, oui. Il y a le mariage pour tous, etc. Je ne vois pas en quoi ça gênerait. C'est comme elle, hein. On est vraiment pareil. Ah oui.
On n'a pas de difficulté là-dessus, c'est quelque chose de tout à fait logique, de respecter la vie de chacun. Alors je pense qu'on fait tout ce qu'on peut en fait pour qu'il soit accepté. Après, je pense qu'il y a des efforts qui sont faits, donc oui. Après, c'est vrai que il y a toujours de la discrimination. Voilà, le combat il continue, mais après, je pense quand même qu'on fait des efforts à ce niveau-là. Alors, l'homosexualité, je dirais que c'est mal vu en général en Guadeloupe comme partout, par rapport c'est la vision des autres, le regard des autres. Après, c'est pas quelque chose en soi qui dérange parce que chacun le vit comme il veut, sa sexualité finalement. Et bon, pour moi, je pense que voilà, on doit accepter chaque personne comme il est. Voilà. Franchement, pour moi, certaines parties, mais pas pour une autre partie. Pourquoi? Parce qu'il y aura toujours des gens qui sont un peu, je vais dire, qui sont restés plutôt uniformes à Adam et Ève, et Dieu a créé l'homme et la femme et ceci, cela. Donc ce qui fait qu'après, quand on imagine qu'il y a 2 hommes et 2 femmes, c'est vrai que c'est un peu tiré par les cheveux. Parce que les gens pensent, en fait, du moins les gens, quand ils voient les homosexuels, c'est comme si en fait c'est pas des êtres humains, alors que ce sont des êtres humains. Chaque personne fait sa vie. Et autre combat, celui de la réussite des jeunes talents antillais. Des régions outre-mer comptent beaucoup de jeunes à fort potentiel, motivés, prêts à des sacrifices pour réaliser leurs rêves. Cependant, l'éloignement des structures de haut niveau constitue pour eux un sérieux handicap. Du coup, l'association Jeunes Talents, en mobilisant le monde du basketball, se fixe pour objectif de faciliter leur intégration et surtout la réussite de ces talents prêts à éclore en leur proposant un accompagnement sportif. Reportage Karen Diama. Jeunesse en nous ni talent, ou plus simplement, comment aider de jeunes sportifs guadeloupéens à intégrer des centres de formation à l'échelle nationale et lutter contre les inégalités géographiques. À partir du moment où un centre de formation à 1000, 2000 ou même 5000 euros à payer en plus pour faire venir un jeune depuis les DOM, en fait, ils ne peuvent pas être jugés que sur le côté sportif. Et c'est là où l'association intervient en fait. On souhaite faire en sorte que les gamins soient considérés comme des jeunes sur place, déjà sur place. Comment on procède en fait? On leur paye le billet d'avion, on essaie de faire en sorte qu'ils soient considérés comme des jeunes qui sont déjà en métropole en fait. Jusqu'à aujourd'hui en fait l'association fonctionnait par des soirées. En fait on organisait nous-mêmes des soirées antillaises qui nous permettaient de récolter des fonds. Donc c'était beaucoup de bénévolat. On engageait aussi beaucoup d'argent personnel parce que c'était lourd, c'est quand même un projet lourd à porter. Ce projet innovant, qu'il mène avec 4 autres collaborateurs aussi passionnés que lui, a émergé 15 ans plus tôt. À l'âge de 15 ans, en fait, j'ai commencé le basket très tard, donc en minime dernière année. Et en fait, je me suis rendu compte très vite que j'avais un potentiel, que je pouvais y arriver. Seulement, je voyais les autres joueurs partir. Bon, ils étaient meilleurs que moi, mais je ne savais pas pourquoi je partais pas en fait. Cholet venait me voir sans arrêt, venait me poser des questions, il m'invitait à des camps, mais je ne comprenais pas pourquoi je n'étais pas pris, pourquoi je partais pas. Et c'est en arrivant en métropole que je me suis rendu compte en fait que si je partais pas, c'est pas parce que j'étais pas bon, c'est parce que j'habitais pas en métropole tout simplement. Alors, depuis maintenant 3 ans, l'association s'attache à offrir une chance à de jeunes sportifs défavorisés par leur situation géographique. Depuis la création de l'association, on a déjà aidé 4 jeunes. Comment on les détecte? En fait, jusqu'à aujourd'hui, on passe beaucoup par le CREPS, par rapport au boulot qu'ils font. Ça nous aide, ça nous facilite le boulot parce que les jeunes sont déjà formés, ont déjà un bon cursus scolaire. Donc après, on prend aussi contact avec certains clubs. Quand il y a des jeunes qui sentent qu'ils ont un potentiel ou quand les clubs savent que leurs jeunes ont un potentiel, donc ils nous contactent. Et là, on se renseigne. Après, il y a une grosse demande au niveau du côté scolaire. C'est-à-dire qu'on ne prend pas des gamins qui vont venir en se disant ça y est, c'est les vacances. Non, on essaie de leur faire comprendre qu'ils passent dans un cursus où ce sera peut-être plus scolaire que sportif. Donc du coup, on leur demande à ce qu'ils aient minimum 12 de moyenne ou alors qu'ils s'y rapprochent. Malgré un manque évident de trésorerie, Jeunes Talents se projette encore plus loin. Donc pour l'année prochaine, on recherche une compagnie aérienne qui nous accompagnerait sur ce projet, donc de regrouper tous ces billets d'avion, donc que ce soit des jeunes de garçons ou filles, donc entre 15 ans et même les moins de 21 ans, qui permettra en fait à l'association de faire réduire considérablement le prix des billets d'avion pour ces jeunes. L'année prochaine, l'association devrait lancer le premier camp de détection de la Guadeloupe. Une opportunité pour tous nos jeunes sportifs.
Une belle initiative pour les jeunes Guadeloupéens et c'est l'heure des informations pratiques maintenant. L'équipe de l'établissement français du sang vous donne rendez-vous demain à l'Hyper-Casino de Desmarais à Basse-Terre de 8h30 à 13h. Et enfin, si vous avez des informations à nous communiquer, n'hésitez pas à nous appeler au 60 11 2 fois. Et voilà, c'est la fin de notre édition locale et régionale, mais restez sur ATV Guadeloupe dans un instant, Eddy Planté pour Questions Directes.